Nous avons donc la chance de l'accueillir et il nous parlera de ce qu'il fait localement pour valoriser la famille dans sa ville, à Montfermeil. Monsieur le moine, je vous laisse la parole. Chers amis, je suis très heureux d'être ce soir parmi vous et je voudrais avant toute chose remercier les organisateurs de leur fidélité à ce rendez-vous estival. Alors sous la pluie parce que les premières gouttes tombent, mais que ceci ne doit pas nous décourager. Plus que ce que fait le maire de Montfermeil sur sa ville en faveur de la famille, je voudrais... Non mais il n'y a pas de souci là, je voudrais vous dire, au bout de 3 ans de loi Taubira, la manière dont un maire qui a pris position contre vit les choses. Je ne suis pas un spécialiste de la GPA, je sais que c'est elle qui agite nos débats. Ceux qui ont regardé la dernière réunion de députés ont vu le beau combat d'un certain nombre de députés sur ce sujet-là. Les artifices de procédure que la gauche a utilisés pour éviter que le rapport de force qui était favorable à la droite vienne contrecarrer leur dessein. Je pense que de toute manière, nous devons rester impérativement mobilisés sur ces questions-là. J'ai eu l'occasion, il y a peu de temps, de m'exprimer justement sur ces 3 ans de la loi Taubira, et donc je reprends un peu le texte de cette intervention. Je pense qu'il est tout à fait d'actualité, et ça me permet comme ça de vous faire partager le quotidien d'un maire qui n'est pas forcément simple, car si, pour beaucoup d'entre vous, on en reste sur un combat d'idées, je rappelle quand même que la loi est passée, et que comme officier d'état civil et comme maire patron d'une administration, eh bien, nous avons des obligations qui ne sont pas simples, elles, à satisfaire. Je pense, un des slogans a été pour la Manif pour tous, nous ne rien lâcher, nous ne lâcherons rien. Je pense que nous avons bien raison de ne rien lâcher. En effet, cette loi va bien au-delà de ce qu'il y paraît à première vue. Car, dans les faits, elle concerne absolument tout le monde, et non pas seulement les personnes de même sexe qui accéderaient à un nouveau droit. Je pense que c'est là qu'il faut attirer l'attention de l'opinion publique. Cette loi concerne tout le monde. Elle va très au-delà de ce que son intitulé initial peut laisser entendre. Cette loi porte en elle de puissants et destructeurs principes qui viennent davantage encore déconstruire les relations humaines, déconstruire la société, déconstruire la famille, et viennent même nous atteindre et nous amputer personnellement dans notre dignité d'être sexué, dans notre dignité, dans notre singularité, dans notre complémentarité de femmes et d'hommes. S'il est d'usage de faire porter aux lois que l'on juge d'une certaine importance ou gravité le nom du ministre ou du parlementaire qui l'a particulièrement promu ou défendu, que notre réflexion ne soit pas distraite et abusée par cette convention. En effet, cette loi, et particulièrement elle, est bien plus que la volonté d'une personne seule. Cette loi procède d'une vision et d'une volonté politique puissante et organisée, qui, malgré une réaction massive et multiforme, est parvenue à ses fins en l'imposant, certes, par les voies démocratiques, mais également, et ne l'oublions pas, par celle de la violence et de l'intimidation. À ce jour, dans la mise en œuvre concrète et quotidienne de cette loi, ce sont les maires et les adjoints aux maires, en leur qualité d'officiers d'état civil, qui sont interpellés et violentés dans leurs convictions et leur conscience. Ils éprouvent des déchirements d'être partagés entre les principes de leur conscience, que la raison ratifie sans peine, la considération et le respect dus aux personnes de même sexe, et les peines sévères encourues à défaut de bénéficier de la protection qu'offre notre Constitution, à l'instar des journalistes, des avocats, des militaires et des médecins. Cette liberté de conscience pour les officiers d'état civil a été rappelée par le président de la République en personne lors du Congrès des maires en 2012. Et ce, conformément à ce qu'indiquent et la loi de 1905, et la Déclaration universelle des droits de l'homme, et le préambule de la Constitution de 1958. Or, dans la loi Taubira,
Et plus encore, dans les circulaires successives qui ont suivi, c'est tout le contraire qui a été fait. Nous sommes, avec Franck Meyer, un certain nombre d'élus, à avoir porté l'affaire en justice. Nous sommes maintenant à la Cour européenne des droits de l'homme. Et moi-même, en tant que maire, après avoir commis un certain nombre de délibérations, je suis en cassation, en attendant éventuellement d'aller également à la CEDH. Reconnaître la liberté de conscience aux élus eût été sans doute dangereux en attirant davantage l'attention de l'opinion publique sur le caractère transgressif de cette loi. C'est aussi, plus grave encore, un reniement sans précédent de nos lois fondamentales, et l'on découvre que le droit positif prétend être désormais la norme de tout en tout. C'est bien une prétention totalitaire à laquelle nous avons à faire face. Aussi, dans les réflexions et dans les arguments que nous avons à approfondir et à exposer à nos contemporains, prenons soin d'examiner toutes les conséquences de ce texte de loi. Oui, bien toutes les conséquences, quand bien même certaines réfutations, facilement compréhensibles du plus grand nombre, laisseraient supposer que le sujet est ainsi épuisé. Or, il n'en est rien. Balayons brièvement ces différentes questions. L'opinion publique, et y compris les pro-mariage pour tous, ont bien saisi que cette loi introduisait le mythe de la pluriparenté, d'où le tir de barrage fait à partir de la GPA, sujet qui rassemble certes largement, mais déjà la question de la PMA rassemble moins de suffrages, quant aux questions d'adoption ou de divorce ou autres, et pourtant. Autre effet, au nom de l'amour, le mariage gay retire et banalise la différence des sexes dans les textes de loi. Le mari et la femme s'affadissent en conjoint, le père et la mère en parents. Symboliquement, on ne reconnaît plus la différence des sexes comme meilleure condition humaine pour exister et pour aimer. L'on sait très bien qu'il n'y a pas d'amour humain véritable sans accueil et reconnaissance de la différence des sexes et de leur complémentarité. Indispensable pour se construire et être heureux. L'on fragilise ainsi la paix, ce n'est ni plus ni moins que la destruction de la réalité de l'amour incarné. En dernier lieu, et cela concerne toute notre société, cette loi s'affranchit de la réalité charnelle de notre humanité, puisqu'elle remplace la sexuation humaine et corporelle par l'orientation sexuelle des personnes, c'est-à-dire par leurs sentiments et leurs pulsions, comme si nous étions anges pour nous affranchir de ce corps sexué et bêtes pour être caractérisés seulement au travers d'une génitalité et non plus humain dans tout à la fois notre réalité et notre complexité. On glisse l'air de rien des droits de l'homme partageant et recevant une nature commune et sexuée vers les droits des homos et les droits des hétéros. C'est une violation, une dislocation de notre humanité. Et ceci est grave. Nous voyons là l'étendue des sujets où notre réflexion, notre argumentation et nos actions doivent se porter. Ce sont des questions d'une particulière gravité, d'une grande sensibilité, très complexe. Elles touchent à notre condition de femme et d'homme en la part la plus belle de nous-mêmes, la plus intime, la plus puissante, la plus profonde, la plus sensible, mais aussi la plus fragile, la plus douloureuse, celle qui est le plus attaquée et la plus défigurée par celui qui est homicide dès le début. Pour ce combat, il nous faut, pour être forts et entendus sur le fond, être irréprochables sur la forme. Il nous faut allier une exigeante vérité dans la pensée et une grande charité vis-à-vis des personnes. L'on ne détruit que ce que l'on remplace. Aussi est-ce la vérité sur l'homme qu'il nous faut promouvoir avec patience et douceur, persévérance et ténacité. Merci d'être là ce soir. Merci de cette organisation.